Alors, vous vous souvenez de ce qu'est un modèle? Un modèle, c'est l'idée qu'on se fait de tel ou tel phénomène. Par exemple, la lumière peut être considérée comme des rayons lumineux et on explique très bien les ondes, ou des ondes et on explique très bien la coloration des bulles de savon, ou des photons et on explique très bien le fonctionnement des panneaux solaires. Mais vous voyez qu'ici, on n'a pas accédé à la réalité de ce que c'est que la lumière. On sait pas, on se pose pas tellement la question, puisque on dispose de modèles qui sont extrêmement efficaces pour expliquer les choses, les prévoir et même parfois les découvrir. Alors dans le cadre du climat, les modèles qu'on a de la lumière, le modèle corpusculaire, donc le photon associé à celui des ondes, permet de déterminer la tête qu'a la courbe d'émission des ondes électromagnétiques d'un corps en fonction de sa température. Et la tête ici, dans cette équation très compliquée qu'on ne va même pas essayer de comprendre, juste se souvenir qu'en fonction de la température du corps, eh bien, il produit des lumières qui sont un peu différentes, c'est ce qui explique cette équation. Et vous-même qui avez une température encore différente, vous êtes à 25 degrés, vous n'émettez pas de lumière, mais vous émettez des infrarouges qui sont là. Voilà. Appliquer ça au climat, c'est parfait parce qu'on comprend ce qui se passe. Je vous rappelle que la Terre se réchauffe avec du rayonnement solaire visible qui rentre et elle se refroidit avec des infrarouges qui ressortent, comme le montrent ces deux courbes ici. Là, le visible, là, les infrarouges. Vous reconnaissez la longueur d'onde. Entre 0,4 et 0,8, nous avons le visible. Au-delà, des infrarouges. Les infrarouges sont plus ou moins arrêtés par les gaz à effet de serre, d'où l'influence des gaz à effet de serre sur la température de la Terre. Vous voyez que ces courbes blanches, là, l'enveloppe ici, blanche, c'est précisément ce qu'on vient de discuter ici, c'est la loi de Stefan Boltzmann. Okay. Bon, on voit la partie, tout ce qui est en noir, c'est la lumière visible qui chauffe effectivement la surface de la Terre parce qu'elle a réussi à pénétrer l'atmosphère. La partie qui est au-dessus, c'est la partie qui n'a pas pu traverser et qui a donc été rejetée vers l'espace. Et de même, dans les infrarouges, la partie en noir, c'est la partie qui est effectivement émise par l'atmosphère, le reste ayant été arrêté par les gaz à effet de serre. Donc, vous voyez qu'on a une bonne compréhension de ce qui se passe dans le visible et dans l'infrarouge grâce à la loi qu'on a, c'est-à-dire grâce au modèle. Cette loi, si on veut pouvoir faire des calculs, c'est un petit peu compliqué, vous l'avez vu, elle est très compliquée, donc on va plutôt faire des modèles numériques. Des modèles numériques, ça consiste à découper la Terre en petites cases et à appliquer les lois qui dérivent de nos modèles dans chacune de ces cases et de faire avancer le temps et de faire à chaque fois des calculs. Ce n'est possible que parce que nous avons des ordinateurs suffisamment puissants. Et donc, depuis les années 60, on a simulé par ordinateur, en intégrant les équations de la physique dans ces ordinateurs, et en découpant la Terre en petites mailles, on a simulé ce qui pouvait advenir lorsque, par exemple, on augmente la concentration en CO2, lorsque, par exemple, on augmente la lumière qui nous viendrait du Soleil, etc., etc. Je vous montre un schéma ici qui vous explique comment ont évolué ces modèles climatiques numériques. Au début, donc on part ici des années 70, il y en avait avant, mais dans les années 70, nos modèles considéraient déjà l'atmosphère terrestre, la surface terrestre et les océans. Et puis au fur et à mesure du temps qui s'écoule, vous avez ici les rapports du GIEC, le First Assessment Report, donc le premier rapport d'évaluation, le second, le troisième, etc. Vous voyez qu'au cours du temps, le nombre de modèles a augmenté. Ce sont des modèles indépendants. Il y a le modèle développé par les chercheurs français, par les chercheurs australiens, etc. Donc on a de plus en plus de modèles. Et vous voyez également que ces modèles tardifs-là intègrent de plus en plus de phénomènes différents. Ici, nous avons les trois phénomènes, les trois choses qui influencent le plus le climat. Mais bien évidemment, il y en a d'autres qui modifient à la marge, mais quand même, l'évolution du climat. Et vous voyez donc
les modèles numériques se sont complexifiés, ont augmenté en nombre, et nous avons donc maintenant des modèles qui sont assez matures, qu'on peut continuer bien sûr et qu'on continue à améliorer, et qui permettent de faire des projections climatiques. Ils sont de plus en plus complexes, ça demande des ordinateurs de plus en plus puissants pour deux raisons. D'abord, comme je viens de le dire, il y a de plus en plus de phénomènes, donc il y aura de plus en plus d'équations à calculer. Et également, on essaye de découper la Terre en plus petites mailles encore pour être plus précis, de manière à regarder, simuler correctement l'allure des continents par rapport aux océans, de simuler correctement le relief. Et donc, on améliore la qualité des projections. Aujourd'hui, on va nous travailler avec SimClimat. C'est la même idée. C'est juste une version très très simplifiée parce que puisque les calculs doivent être faits par votre tablette en temps réel, vous imaginez bien qu'on a simplifié et le nombre d'équations et le nombre de mailles. Donc nous avons une version très très simplifiée mais qui permet quand même, puisqu'elle a été bien paramétrée, de retrouver les effets principaux. Et nous allons l'utiliser pour voir l'influence du dioxyde de carbone qu'on rejette dans l'atmosphère et pour voir l'effet des rétroactions, ainsi que pour certains d'entre vous, des paramètres orbitaux.